Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les femmes, le sens et l'investissement. Tatiana Jama, General Partner de Sista Fund, et Laetitia Vito, autrice et conférencière. Ce que j'observe, c'est à quel point ça génère un enthousiasme dément aujourd'hui et à quel point on en parle. On parle d'investissement féminin, on parle de gender lens, de gender investing gap. Voilà, tous ces mots-là qui étaient peut-être des gros mots il y a encore 10 ans sont devenus complètement mainstream. Et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste. Non seulement on a accès à des dossiers exceptionnels, mais en plus de ça, on arrive à rentrer, ce qui n'est pas si évident. C'est-à-dire qu'encore une fois, la plupart des bons dossiers sont sursouscrits. Et là, ce que je vois, c'est qu'on arrive à rentrer sur des dossiers où finalement, même les plus beaux fonds français n'arrivent pas à rentrer. Et donc, je me dis qu'il y a une opportunité assez exceptionnelle en se disant, finalement, là où on pensait que les fonds pour financer les femmes, c'était potentiellement pas ceux qui allaient surperformer. Moi, je pense que c'est le contraire et c'est pour ça que j'ai décidé d'y dédier mes 10 prochaines années. Et c'est dans une logique évidemment de performance, je le fais dans une logique de sens, mais moi j'ai aucun problème à parler de performance et parler d'argent. Je pense que c'est extrêmement sain dans une économie de marché. Un épisode assez différent de ce que je vous propose d'habitude. J'invite dans cette discussion deux femmes que j'admire beaucoup pour leur engagement et leur rayonnement, Tatiana et Laetitia. Je leur ai demandé de partager avec nous le fruit de leur travail pour mettre en perspective les questions de sens dans le travail, d'ambition, mais aussi les enjeux du financement de l'entrepreneuriat au féminin. Laetitia revient sur le livre qu'elle a publié, Du labeur à l'ouvrage, et sur la notion de, pardonnez-moi les termes, shit job et bullshit job. Vous percevrez à quel point bon nombre de personnes, y compris les femmes, envisagent de redonner un sens réel à leur travail, se tournant vers l'entrepreneuriat. Tatiana nous parle bien entendu de Sista et du travail extraordinaire qui a été entrepris des tribunes du départ à la concrétisation d'un projet plus global, intégrant de nombreuses parties prenantes. Les associations comme France Digital, les Vici, le gouvernement, mais aussi le Conseil national du numérique. Nous revenons sur les résultats des études menées depuis plusieurs années avec le BCG qui pointe du doigt le manque de financement criant des entrepreneuses. Tatiana nous parle bien sûr de Sista Fund, le fonds qu'elle a récemment lancé, des startups financées en Space Tech et Deep Tech, et nous détaille l'incroyable vivier de l'entrepreneuriat féminin. C'est ultra inspirant. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Laetitia, bonjour Tatiana. Bonjour Solène, bonjour Tatiana. Bonjour à toutes les deux. Bon, hyper contente, hyper flattée que vous ayez accepté mon invitation à venir parler sur Finscale, de sens, de femmes, d'entrepreneuriat, d'ambition. Est-ce que vous pourriez cependant vous présenter à l'audience avant qu'on commence l'interview ? Moi, je m'appelle Tatiana Jama, j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocate et puis j'ai rapidement rejoint le monde de l'entrepreneuriat. J'ai monté ma première boîte avec Lara Rouirès en 2008 et j'ai fait 14 ans d'entrepreneuriat puisque j'ai arrêté pour lancer un fonds d'investissement en janvier dernier. J'ai monté 3 entreprises. J'ai vendu ma première entreprise à Amazon et on a vécu avec mon associé pendant 14-15 ans des aventures assez incroyables et c'est pour ça que je suis passionnée d'entrepreneuriat. C'est que je pense que l'entrepreneuriat permet de vivre un peu l'aventurier dont on rêvait quand on était enfant. Parce que on vit rapidement, si tout va bien, l'ivresse d'une victoire, l'enfer des trahisons, du manque de cash, mais aussi des levées de fonds. Et ça m'a permis, moi, je pense, de sortir d'une zone de confort, d'une zone de timidité. Et je trouve que l'entrepreneuriat m'a un peu donné des super pouvoirs dans le sens où j'étais hyper timide et finalement on recherche tous un costume de super-héros. Je pensais que la robe d'avocate allait me donner ce costume de super-héros et puis finalement j'ai mis la robe et puis en fait il s'est rien passé. Et donc je suis partie et l'entrepreneuriat m'a donné on va dire ce super pouvoir-là parce que on n'a pas de plafond de verre quand on entreprend. On commence sur un plancher. On est CEO d'une boîte dès qu'on commence et c'est peut-être pas grand-chose, mais d'être directeur général même d'une boîte de 2 personnes inverse complètement les rôles et la dynamique. Et moi, à 25 ans, je me suis retrouvée finalement à être d'égal à égal, même si c'est évidemment pas le cas, mais avec d'autres entrepreneurs qui avaient des centaines de milliers de salariés. Et moi, j'avais une toute petite entreprise et je considérais qu'on était un peu au même niveau. Et ça m'a porté. On a, avec Lara, vendu notre entreprise à Amazon. On a fait 2 ans de procès. On a
On a embauché plein de gens. Il y a plein de gens qui se sont mariés, qui ont eu des bébés. Enfin bref, je trouve que vraiment l'entrepreneuriat est assez incroyable. Récemment, en 2018, j'ai réalisé que les choses n'avaient pas vraiment beaucoup changé sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat au féminin, même si c'est un terme compliqué. Et donc, en fait, j'ai commencé en 2008. En 2018, j'ai réalisé que rien n'avait changé. Et le discours ambiant qui était de dire que c'était vraiment dommage parce qu'il n'y avait pas assez de femmes entrepreneurs, je le trouvais un peu pauvre. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être creuser un peu. Et donc, on s'est mis à creuser et on s'est mis à compter. On s'est mis à compter les femmes pour que les femmes comptent. Et en comptant, tout simplement, sur les sites des venture capitalistes, en allant sur LinkedIn, on a découvert que sur les 10 dernières années, il n'y avait eu que 2% de l'argent du venture, de l'argent qui finance l'innovation, qui était allé à des femmes entrepreneurs. Et à partir de là, j'ai développé une petite passion pour ce qu'on appelle le Gender Lens Investment, dont on parlera plus tard. Et au fur et à mesure du temps, ça a grandi et j'ai décidé de me lancer dans la construction d'un fonds après avoir lancé une initiative non-profit qui s'appelait Sista, qui s'appelle toujours. Et donc, j'ai lancé un fonds qui s'appelle le Sista Fund en janvier dernier. Pardon, c'était terriblement long. Non, super intro. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana. Laetitia ? Merci Tatiana, je suis très impressionnée par le côté super-héroïne, ça me parle d'autant plus que j'ai une admiration sans borne pour les entrepreneurs et que justement j'en suis tellement pas. Donc moi je suis une ancienne fonctionnaire, j'étais prof et j'ai découvert mon super pouvoir dans l'écriture et c'est marrant, je me suis retrouvée un peu dans ce que tu as dit parce que je me suis mise à écrire et à me forger une image d'experte sur le sujet du travail, du futur du travail, et finalement à devenir une mini-entrepreneur en créant quand même une GmbH, puisque j'habite en Allemagne, avoir du coup des minis-emmerdes d'entrepreneurs aussi. Mais ça me en symétrique, ta présentation me parle beaucoup. Donc j'écris énormément sur le travail avec pareil un gender lens aussi très courant qui regarde un peu dans sa globalité les évolutions du travail et que au-delà des choses très belles qu'on peut voir sur l'empowerment féminin dans les conseils d'administration, etc., que la réalité du monde du travail est très peu mixte. Avec les 2/3 à peu près de l'ensemble des travailleurs qui travaillent dans des métiers non mixtes, dans lesquels il y a plus de 60% de l'un des deux sexes, et qu'il y a comme ça, à l'échelle de toute l'économie, une grande majorité de femmes qui sont dans des métiers du soin, du care, nounou, enseignante, femme de ménage, infirmière, même médecin. Il y a plus de femmes que d'hommes chez les généralistes maintenant, et que il y a comme ça un regard très très global à avoir qui montre que au-delà des quelques jolies histoires de femmes de pouvoir, et on a une femme première ministre aujourd'hui en France, qui est quand même pas rien, derrière, sous la pyramide, la partie immergée de l'iceberg, c'est complètement non mixte. Et à l'échelle des carrières, ça donne des chiffres qui sont intéressants à regarder tout au long de la vie, parce que si on regarde travail égal à temps plein, on a des écarts qui sont pas nuls, qui sont autour de 15% selon les pays en Europe occidentale. C'est pas bien, mais c'est pas tant que ça. Si on regarde ensuite tout métier confondu, ça augmente. Et puis si on regarde l'arrivée à la retraite, on voit que l'impact sur la carrière des femmes, à la fois des choix des métiers, des temps partiels et des carrières beaucoup plus chaotiques, on arrive à 40% d'écart à la retraite, 50% dans certains pays, 60% en Allemagne où je vis. Et là, on voit qu'en effet, il y a cette partie immergée qui est intéressante à regarder. Ouais. Écoutez, merci pour ces deux intros. Laetitia, tu as aussi un podcast et des newsletters dans tous les sens. Tu écris beaucoup et tu communiques aussi par podcast, que je recommande d'ailleurs. Alors, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est la recherche de sens dans le travail. Tatiana, quand on t'écoute, on voit des étoiles dans tes yeux. C'est assez impressionnant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ce que tu dis et puis qui sont concernées par cette recherche de sens. Laetitia, j'aimerais juste commencer par toi.
toi qui as écrit un super ouvrage qui s'appelle Du labeur à l'ouvrage que je recommande, comment est-ce que tu vois ça évoluer ? Est-ce que actuellement les travailleurs dans l'économie en général sont plus en recherche de sens ? Et qu'est-ce que ça change pour les entreprises ? Quelle posture il faut qu'elles adoptent ? Est-ce qu'il faut qu'elles aient une forte culture par exemple ? Ou qu'est-ce qui va faire que les personnes vont plus venir dans ces sociétés que d'autres ? Alors, c'est une vaste question et en effet, les entreprises, en tant qu'employeurs, ont évidemment des rôles à jouer là-dessus. Mais la question du sens, peut-être la discuter un tout petit peu sur ce que ça veut dire. En fait, il y a beaucoup de sens à donner au mot sens, y compris d'ailleurs celui de direction. C'est intéressant, il y a une métaphore derrière. Peut-être en 2 mots, en fait, le message du labeur à l'ouvrage, c'est de dire qu'on avait un modèle qui est hérité de l'époque industrielle et qui fonctionnait assez bien, qui faisait qu'en échange d'un boulot dans lequel il pouvait y avoir pas mal d'aliénation, de subordination, des horaires très fixes, il fallait obéir à un patron, etc., il faut toujours. Et puis une division des tâches, donc un travail qui pouvait être répétitif, un peu ennuyeux, pas franchement épanouissant du point de vue intellectuel, cognitif, parce qu'on quitte un peu un modèle de l'artisanat où on pouvait faire plein de choses et puis être dans une logique de maîtrise, pour être dans une logique d'hyper spécialisation, fiche de poste, etc. Et donc, en échange de cette aliénation, on avait énormément d'avantages, sécurité de l'emploi, des syndicats forts, des congés payés, une protection sociale, un alignement de sens, l'accès au logement avec la fiche de paye, enfin tout un tas d'avantages qui faisaient qu'on questionnait pas trop le modèle d'organisation du travail. Et puis, ce qui se passe depuis 40 ans, c'est pas que depuis le Covid, c'est que se désagrègent ces contreparties parce que, par exemple, le coût du logement augmente beaucoup plus vite que les revenus du travail. Donc, du coup, l'accès au logement ne fait plus partie. Donc, ça devient un goulot d'étranglement pour beaucoup d'employeurs et puis d'individus. Finalement, on n'a plus forcément le logement dans le package parce que les syndicats ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Donc, il n'y a plus forcément cette idée de négociation collective qui va avec dans le travail, parce qu'une partie de la protection sociale se désagrège un peu, parce que les salaires évoluent pas toujours assez par rapport au reste. Donc, une espèce de grosse désagrégation avec la mondialisation, avec la financiarisation de l'économie, avec la révolution numérique, avec la fragmentation des statuts. Et du coup, on questionne beaucoup plus le modèle de travail. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise les dernières années. Et on l'a beaucoup vu pendant la période du Covid, c'est ces interrogations sur, au fond, pourquoi cette aliénation, pourquoi cette division des tâches, et si je retrouvais une forme de maîtrise dans mon travail, plus d'autonomie, plus de créativité dans la manière de faire ce que j'ai à faire, quelque chose de plus holistique, une réconciliation de la tête et des mains dans le travail, plus de responsabilité sur l'impact que j'ai dans le travail. Et ça concerne du coup toutes les couches de travailleurs. Et du coup, on le retrouve dans les revendications au travail indépendant, dans les revendications au fait de pouvoir être maître de son emploi du temps, de plus être surveillé sur les horaires, etc. Et alors, je dis ça touche toutes les couches parce que même quand on ne peut pas télétravailler et qu'on est dans le care, il y a aussi une envie de retrouver l'idée d'un travail bien fait, de quelque chose qui soit dans lequel il y a une forme d'autonomie et de maîtrise. Et je termine cette parenthèse sur le résumé très rapide de la thèse qui est qu'on va du coup d'un contrat de labeur à un contrat d'ouvrage autour des valeurs de l'artisanat. C'est qu'en fait, les femmes sont depuis beaucoup plus longtemps dans cette logique-là parce que le contrat de labeur fonctionnait pas si bien que ça pour elles. Il a été construit par des hommes et pour des hommes dans le monde ouvrier. Et les femmes en étaient toujours plus ou moins exclues parce qu'il y avait beaucoup de travailleuses domestiques, de travailleuses dans les services, dans les bureaux, d'employés. Il y en avait moins dans les usines. Et le contrat fonctionnait pas complètement pour elles. Et elles n'avaient pas cette vie en 3 phases de je forme, ensuite je travaille et ensuite je pars à la retraite. Elles avaient déjà une vie multiphase. Et du coup, le contrat de labeur, il aboutissait déjà à un énorme écart à la retraite parce que les carrières n'étaient pas construites pour ça. Et cette idée de sens, quand on applique la lentille du genre à l'idée du sens, on se rend compte que il y a quand même un gouffre entre les deux. C'est que justement, le sens a beaucoup été utilisé pour justifier une non-mixité de métiers, avec notamment cette logique de vocation.
Donc, si tu fais quelque chose pour prendre soin des autres, tu vas pas en plus demander de l'argent. Donc, c'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc, tu vas faire infirmière, tu vas faire maîtresse d'école, tu vas t'occuper d'enfants. Quel beau métier, formidable. Mais tu vas pas non plus demander de l'argent. Et voilà, ce qui est rigolo, c'est que du coup, cette logique de sens et de vocation, elle est vraiment un peu à double tranchant parce que elle a beaucoup servi pour moins payer les femmes en fait, hein, avec alors c'est David Graeber, l'anthropologue, qui de manière assez provocatrice le disait à propos de ce qu'on n'appelait pas encore il y a quelques années les travailleurs essentiels, mais il le disait à propos de la vocation, c'est que voilà ces emplois qui ont le sens du service aux autres sont très peu payés, tandis que ceux qui ne mettent pas en avant cette vocation sont davantage payés. Alors il opposait de manière très provocatrice les bullshit jobs. Il disait les bullshit jobs, il les opposait aux shit jobs. Donc les shit jobs, c'est des emplois qui ont beaucoup de sens, hein, parce que ça peut être du service aux autres, des choses où la question du sens se pose pas forcément, mais où les conditions de travail ou de paiement sont pourries. Et les bullshit jobs sont ceux, je reprends la typologie de Graeber, hein, le mot n'est pas de moi, où il y a au contraire des bonnes conditions de travail, donc un package, un contrat qui fonctionne bien, mais où on se pose la question de à quoi ça sert ce que je fais et est-ce bien utile. Et de manière provocatrice, il disait que voilà, on peut vraiment opérer une distinction dans l'ensemble des emplois entre les deux. Soit c'est bullshit, soit c'est shit. Shit n'étant pas shit n'étant pas en l'occurrence sur le sens ou sur la vocation, mais plutôt sur les conditions matérielles dans lesquelles on fait un travail. Hyper intéressant. Tatiana, tu veux réagir par rapport à ce que Laetitia nous décrit là ? Par rapport à ton expérience et à toutes les interactions que tu as avec des entrepreneurs ? Oui, bien sûr. Enfin, je pense que on assiste aussi, même si ça n'a absolument rien à voir dans l'entrepreneuriat, à un besoin de sens. Je pense qu'à la base, en tout cas moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est une recherche de sens. C'est-à-dire que l'idée d'entreprendre, c'est de pas forcément voir le monde tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Et pour moi, c'est un peu aussi la définition du féminisme, c'est réorganiser un ordre établi. Et donc, quand notamment on entreprend étant une femme, en général, c'est qu'on est quand même dans une recherche de sens, de justice. Et moi, ça a toujours évidemment été le cas, sachant que moi, j'ai une grande passion pour l'entrepreneuriat dans sa capacité à être le plus bel ascenseur social et inclusif, dans le sens où traditionnellement, alors aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est très chic, mais traditionnellement l'entrepreneuriat c'était plutôt, je sais pas, d'être effectivement artisan ou commerçant. Et moi, je viens d'une longue lignée de femmes et d'hommes qui étaient entrepreneurs, essentiellement parce que ils sont pas restés longtemps au même endroit. Et donc, si je prends l'exemple de ma mère qui est née à Cuba. Je trouve qu'à chaque fois, en fait, et c'est le cas de la plupart des immigrés première génération, on arrive dans un pays et l'entrepreneuriat permet rapidement d'accéder à la propriété, de monter dans l'échelle sociale sans forcément avoir les codes, sans avoir l'éducation. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé à entreprendre, notamment avec cette dimension numérique, je me suis dit, mais c'est encore plus merveilleux. Les promesses de l'économie numérique, c'était de se dire, on peut en plus, sans forcément avoir de capital, lancer des entreprises et construire des empires, des licornes, comme on dit. Et avec Lara, notre première entreprise, on l'a lancée, on avait mis 3 000 € chacune et on l'a très, très bien vendue quelques années après. Et donc, j'avais ce doux espoir que l'entrepreneuriat plus le numérique était finalement une solution assez incroyable d'un point de vue intégration et mobilité. Et puis, ce qui s'est passé, notamment avec la surfinanciarisation de cette économie numérique, c'est que l'accès au financement a été bloqué. Et en général, quand on a des vagues de financement qui arrivent, il y a toujours un manque de diversité. Et là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé, puisque avec la surfinanciarisation de cette économie numérique, on finance aujourd'hui le statu quo et plus les outsiders, alors que le but initial du venture et de l'entrepreneuriat tech autour de l'innovation était d'essayer d'être dans une logique d'outsider et donc de financer des innovations de rupture, ce qui est évidemment plus le cas, même si on essaye un petit peu. Comment tu l'expliques ça, ce changement de paradigme ? Je pense vraiment qu'avec l'arrivée, malheureusement, de l'argent, de la finance, de monde extraordinairement
masculin, il y a un dérèglement qui se crée, et en tout cas, on remarque qu'avant la structuration du venture capitalisme, il y avait encore la possibilité d'avoir quelques boîtes exceptionnelles. Et encore une fois, les grands innovateurs tech sont souvent des gens qui sont partis de rien. Je vais pas vous donner tous les exemples, vous les connaissez, mais que ça va de Steve Jobs au fondateur de WhatsApp. Et à chaque fois, finalement, c'est des gens qui ont créé des innovations exceptionnelles en partant de rien et en venant un peu de nulle part, on va dire. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat. Et ça allie pour moi et cette recherche de sens et cette recherche de justice. Et ce que je trouve dommage, et c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de travailler autour de ce qu'on appelle le funding gap, donc la différence de levée de fonds entre les hommes et les femmes entrepreneurs, c'est que je pense que si on arrive à rétablir cet ascenseur, ça fera beaucoup de bien, notamment à la société française, qui a moins d'espoir aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais plus d'où ça vient, donc je ne veux pas plagier, mais j'ai lu récemment qu'il fallait 6 générations à un nouvel arrivant pour atteindre le revenu médian d'un Français. Et donc, quand on est dans cette logique-là, 6 générations, il y a plus d'espoir. Ouais. Et l'Amérique est évidemment pas un modèle du tout, surtout en ce moment. Mais malheureusement ou heureusement, ils ont pour eux cette logique d'espoir. Ils ont l'espoir chevillé au corps. Et aussi parce qu'ils ont l'entrepreneuriat chevillé au corps, ils ont cette logique de mobilité. Et en France, je trouve que l'espoir, l'entrepreneuriat manque. Et ce que je trouve assez génial avec mes années d'entrepreneuriat et puis avec Sista et aujourd'hui le Sista Fund, c'est d'essayer de retrouver cette magie possible et ce doux rêve que l'entrepreneuriat finalement propose. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de Sista Fund ? Donc, tu l'as dit en intro, tu as déjà expliqué les raisons qui t'avaient poussé avec ton associé à monter ce fonds. Actuellement, vous en êtes où ? Et puis, je serais intéressée de savoir, en fait, quel genre de femmes entrepreneurs viennent à vous naturellement ? Oula, alors là, il y en a beaucoup. On a reçu plus de 2000 dossiers depuis l'annonce. Après, on me dit qu'il y a un manque de vivier. Évidemment. Alors déjà peut-être Sista. En fait Sista c'est. À la base on n'avait pas forcément envie de monter une non-profit ou une association. Moi je viens d'un monde justement très entrepreneurial où le monde non-profit me faisait très peur. Et donc à la base on a lancé Sista plutôt dans une logique de coup de gueule. On avait lancé une tribune donc avec Céline Lazard, Valentine Asteri, un certain nombre d'autres femmes assez incroyables qui nous ont aidés, prêté leur nom et j'ai adoré tous ces débuts parce que c'était dans une logique très on va dire naturelle, intergénérationnelle, et on n'avait pas forcément de grands plans sur la comète. Juste, on avait envie d'essayer de dire qu'effectivement le problème était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait, puisque encore une fois, si on parle de 2% de femmes, d'argent qui va aux femmes entrepreneurs sur le monde de demain, c'est quand même un petit peu compliqué. Et donc, on a commencé en faisant des tribunes et on a réalisé il y a eu un tel engouement autour de tout ça qu'il y avait un vrai problème et qu'il fallait qu'on arrive à proposer une solution. Et donc, on l'a un peu dans une logique d'advocacy construit avec énormément de parties prenantes. Donc, à la base, pendant quelques années, il n'y avait pas d'assaut. Juste, on essayait de mettre les parties prenantes autour de la table, aussi en s'éduquant énormément sur le sujet, parce qu'on n'y connaissait évidemment rien. Et donc, on a mis des organisations comme France Digital, énormément de venture capitalistes, le gouvernement aussi qui nous a beaucoup aidés, notamment à travers le Conseil national du numérique, énormément d'entrepreneurs. Et je pense que le succès de Sista est aussi lié au fait qu'on a embarqué tout le monde et que la solution qui en est sortie, qui est notamment des chartes et d'aider les femmes à lever des fonds, a été finalement faite dans une logique de co-construction. Et donc, ça a mis, on va dire, 2 ans, cette phase un peu de réflexion et de construction, où, encore une fois, on a énormément lu, on a fait des éléments de langage. Moi, je ne savais pas ce qu'étaient les éléments de langage, pour essayer d'adresser le sujet, essayer d'envoyer aussi le bon message aux entrepreneurs, pour essayer de changer un peu la donne et le discours ambiant qui était plutôt de considérer que le problème c'était les femmes. Et ça m'avait toujours beaucoup choqué parce que encore une fois, je pense que c'est évidemment beaucoup plus facile de considérer que le problème c'est les femmes plutôt que s'attaquer au vrai problème qui est notamment un problème autour du financement. Et je pense qu'il faut en tant que société qu'on prenne nos responsabilités et qu'on arrive à énoncer que c'est un problème sociétal, que c'est un problème systémique et que les femmes n'ont rien à changer. Elles sont merveilleuses, elles sont ambitieuses et évidemment elles ne manquent pas d'audace et d'ambition. Mais que le problème est plutôt la société. Et ça, je pense que c'est très important parce que pour le coup, faire peser ce poids aux femmes en disant en fait, c'est toi le problème.
C'est assez terrible. Alors qu'encore une fois, vraiment, moi, je les rencontre tous les jours depuis 15 ans et encore plus en ce moment avec le fonds. Et je vous assure qu'elles ne manquent ni d'audace, ni d'ambition, ni de compétences. Je pense que tout le monde ici, dans cette discussion, est d'accord. Ah ben ça, je sais bien. C'est justement le problème, c'est qu'on est toutes d'accord maintenant. Les hommes nous écoutent. Les hommes nous écoutent. Mais oui, non, mais je sais bien. Mais donc, l'idée avec Sista, c'était d'essayer encore une fois d'adresser cette problématique-là. On a fait énormément d'études, ce qui nous a beaucoup aidé. Parce que je pense que sur ce sujet, ce qui est compliqué, c'est que c'est un sujet très culturel. Et donc, il y a énormément de clivages en fonction de vos parents, si votre mère travaillait ou pas, avec qui vous êtes marié ou pas. Enfin, vous avez du mal, même nous, je pense, étant très féministe, on a du mal à dépasser un certain nombre de stéréotypes. Et donc, l'avantage des chiffres, c'est que ça annule le bruit. Enfin, ça diminue en tout cas. Donc, on a fait énormément de data. On a une approche extrêmement data-driven. On a la chance d'avoir le BCG qui nous accompagne sur toutes nos études. Et donc, on fait depuis 4 ans maintenant énormément d'études pour essayer de comprendre et de mettre le doigt sur un certain nombre d'anomalies. Ouais. Et ce qui s'est passé à partir de janvier dernier, c'est que au bout de 4 ans à m'intéresser au sujet, à rencontrer toutes ces femmes entrepreneurs, sachant que j'avais commencé à investir en 2011, mais plutôt dans une logique très ce qu'on appelle business angel, donc personnel. Je me suis dit que moi aussi j'avais envie de participer à closer le funding gap, que comme je suis entrepreneur et j'ai un besoin de faire. Je pense que c'est marrant parce qu'au début Laetitia parlait de son besoin d'écrire qui lui avait donné des super pouvoirs. Moi c'est le faire. Enfin je suis obligée de faire, sinon je me sens pas bien. Donc j'ai décidé de lancer ce fonds en me disant mais en fait ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fonds qui investit dans des femmes et dans des équipes paritaires pour essayer d'accélérer l'égalité homme-femme à travers le financement. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai lancé donc le Sista Fund qui finance des femmes et des équipes paritaires et on espère financer évidemment toutes les prochaines licornes au féminin, au gender balanced. Je suis très fière d'avoir sorti de terre cet incroyable projet qui n'est qu'à ses débuts, puisqu'aujourd'hui on a fait un premier closing de 30 millions sur une target de 100 millions, donc il nous reste 70 millions à aller chercher. Mais en tout cas ça existe, c'est là, et je pense que les années à venir vont être assez incroyables en termes de transformation du monde du VC et de potentiel pour ce type aussi d'innovation dans le venture. Merci beaucoup. Pour revenir sur tous les dossiers que vous avez reçus, est-ce que dans les propositions de valeur de toutes ces startups, tu retrouves des secteurs plus que d'autres? En termes d'ambition, est-ce que tu vas avoir des ambitions similaires, j'aimerais que tu me le confirmes, à celles d'équipes fondatrices masculines? Est-ce que tu pourrais nous donner quand même un peu d'éclairage sur toutes ces femmes entrepreneurs? Oui, alors effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent et donc on a effectivement creusé la question avec le BCG. Et pour le coup, je pense qu'on est tous convaincus que les femmes vont entreprendre sur des secteurs qui sont plus lifestyle, mais finalement, c'est un prisme qu'on a qui correspond pas à la réalité. Et donc aujourd'hui, typiquement, moi dans les dossiers que je regarde aujourd'hui, il y a un dossier de Space Tech qui est absolument incroyable. Il y a un dossier Deep Tech sur un ordinateur quantique qui est incroyable, porté par une femme chercheuse. Il y a énormément de marketplace, notamment de seconde main, puisqu'on est dans un moment où le pouvoir d'achat est évidemment en baisse et où il faut trouver des solutions. Donc on voit vraiment des dossiers extrêmement différents. Et à la base, on s'était un peu focus, on va dire, sur 4 grandes thématiques d'investissement. Et finalement, on se rend compte que notamment en deep tech, il y a des entrepreneuses incroyables et qu'on peut pas passer à côté de l'opportunité. Et donc, on va essayer de les financer aussi. Vous ouvrez le scope. Et ce que je trouve assez génial avec la proposition de valeur du Sista Fund, c'est que en fait, le venture est un jeu d'accès. C'est-à-dire que les meilleurs entrepreneurs se font financer, mais surtout choisissent leurs investisseurs. Et ça, on l'avait pas vu il y a une dizaine d'années. Moi, quand j'ai commencé, c'était take the money and run. Et on nous donnait un peu d'argent, c'était super. Il fallait surtout prendre tout et pas broncher. Et aujourd'hui, alors après, c'est en train de changer, mais je pense pas complètement. Aujourd'hui, les meilleurs entrepreneurs vont choisir et vont déterminer ce qu'on appelle leur cap table. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs les plus engagés, qui sont évidemment ceux qu'on a envie de financer, ils vont choisir des grands noms, donc les Besserman, les Sequoia, les Euraseo, mais ils vont aussi choisir des fonds plus petits et plus engagés. Et donc, ils vont choisir des fonds qui s'intéressent au climat, qui s'intéressent au genre et qui s'intéressent à un certain nombre de problématiques sociétales. Et donc, en fait, non seulement on a accès à des dossiers exceptionnels, mais en plus de ça,
on arrive à rentrer, ce qui n'est pas si évident. C'est-à-dire qu'encore une fois, la plupart des bons dossiers sont sursouscrits. Et là, ce que je vois, c'est qu'on arrive à rentrer sur des dossiers où finalement, même les plus beaux fonds français n'arrivent pas à rentrer. Et donc, je me dis qu'il y a une opportunité assez exceptionnelle en se disant, finalement, là où on pensait que les fonds pour financer les femmes, c'était potentiellement pas ceux qui allaient surperformer. Ouais. Moi, je pense que c'est le contraire et c'est pour ça que j'ai décidé d'y dédier mes 10 prochaines années. Et c'est dans une logique évidemment de performance. Je le fais dans une logique de sens, mais moi, j'ai aucun problème à parler de performance et parler d'argent. Je pense que c'est extrêmement sain dans une économie de marché et qu'on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que le capitalisme. Et donc, dans cette économie de marché, faire de l'argent, c'est pas un gros mot. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où non seulement, effectivement, on a des dossiers incroyables, mais en plus de ça, on nous laisse rentrer. Et j'avoue que, ayant été entrepreneur, avoir l'honneur de pouvoir rentrer dans ces cap tables d'équipes aussi extraordinaires, c'est assez génial. Super. Laetitia, tu vois d'autres initiatives comparables à celle de Sista parce que toi, tu as une vue très hélicoptère de ce qui se passe un peu partout en Europe. Alors, ce que j'observe, c'est à quel point ça génère un enthousiasme dément aujourd'hui et à quel point on en parle. On parle d'investissement au féminin, on parle de gender lens, on parle de gender investing gap. Voilà, tous ces mots-là qui étaient peut-être des gros mots il y a encore 10 ans sont devenus complètement mainstream. Et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste. Alors, je suis plutôt optimiste sur le sujet de l'argent au féminin et du fait qu'on en parle et qu'on crée des initiatives et qu'on s'enthousiasme de ce que fait Tatiana. Mais je suis aussi optimiste sur l'énorme vivier ou levier que représente l'entrepreneuriat pour les femmes. Et là, alors, si on zoome out un petit peu et qu'on regarde l'entrepreneuriat au féminin, il est en fait très diversifié et en très forte croissance. Quand je dis entrepreneuriat, je parle du coup au sens large, y compris de petites entreprises unipersonnelles qui sont créées par des femmes. Aujourd'hui, c'est plus de 35% des entreprises en 2021 en France qui ont été créées par des femmes. C'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans, mais vraiment beaucoup plus. Et ça monte à la fois sur des petites entreprises qui vont représenter des activités unipersonnelles qui seront pas forcément, qui ont pas vocation à devenir des grosses boîtes, mais ça concerne aussi les femmes qui ont été désabusées de cette carrière linéaire dans les grandes entreprises, qui les quittent, par exemple, à 45 ou à 50 ans, et qui retrouvent cette espèce de grande vigueur de deuxième phase de carrière via l'entrepreneuriat, parce que les claques qu'elles se prennent en entreprise sur le sexisme combiné à l'agisme, et ben, en tant qu'entrepreneur, elles peuvent y échapper. Alors après, il reste évidemment le blocage de lever des fonds. Elles ont ce levier-là d'être d'égal à égal, comme le disait tout à l'heure Tatiana à propos des entrepreneurs, d'être égal à égal avec des grands patrons, de faire parfois de leur ancien employeur leur premier client et donc pour retrouver un pouvoir de négociation bien meilleur en tant que soit travailleur indépendant, soit chef d'entreprise. D'ailleurs, le mot chef d'entreprise est beaucoup plus empowering que le mot de travailleur indépendant qui fait un peu alors que chef d'entreprise, tout de suite, on change de catégorie. Donc en fait, on a un vivier énorme. Ça commence à être documenté aussi, le nombre de ces femmes qui, dans des grandes banques, dans des grands cabinets, quittent en seconde partie de carrière parce que elles ont trop vu d'horreur en termes de carrière tassée, de harcèlement, de discrimination, de placardisation avec la grossesse, etc., que elles partent. C'est le fameux Merci mais non merci de Céline Alix, un livre génial qui est sorti l'année dernière, qui nous a beaucoup parlé. Que j'ai lu d'ailleurs sur ta recommandation, je l'avais lu. Ouais, top. Et alors, ça t'a parlé, hein? Ah ouais, mais exactement. Je crois que je l'ai lu en une soirée. Ou deux, mais c'est allé rapide, quoi. Ouais, exactement. Et Tatiana l'a montré. Ouais, Tatiana, tu l'as lu aussi. Non, mais merci. Non, parce que moi, je suis religieusement Nouveau Départ, qui est le podcast de Laetitia, où je découvre plein de livres que je suis en train de montrer, mais personne ne voit. Mais oui, effectivement, je trouve que c'est assez génial aussi qu'il y ait cette libération de la parole et comme tu dis, tu vois, c'est cet engouement sur l'entrepreneuriat. Moi, je trouve ça fascinant et assez génial. Et le fait que aussi on arrive à avoir de nouvelles autrices qui traitent du sujet, qui en parlent, qui nous aident à comprendre des choses qu'on vivait, mais
et sur lesquels on avait énormément d'intuition. Il n'y avait pas énormément de littérature. Je trouve que ce qui est assez dingue ces 5 dernières années, c'est peut-être parce que j'ai commencé à suivre Laetitia, mais en tout cas, moi, je découvre toute une littérature sur le sujet que je trouve absolument passionnante. Et voilà, c'était pas du tout ta question, Solène. Excuse-moi, c'était quoi ta question? Non, mais Laetitia, on parlait avec Laetitia de voilà, cette vue un peu plus large de l'entrepreneuriat, pas uniquement dans les startups, mais aussi voilà, les activités propres. Mais qui veut dire qu'il y a un vivier très vaste, en fait. Et finalement, beaucoup de mobilité. Je suis plus optimiste que toi, Tatiana, sur l'idée de mobilité, en fait. Parce que justement, via l'entrepreneuriat, il y a une accélération, il y a des opportunités en deuxième phase de carrière, parce que les femmes se heurtent à des murs, parfois à 40, 45, 50. Donc ça, c'est vraiment très encourageant. Et en fait, paradoxalement, il y a quand même plutôt plus de mobilité en France qu'aux États-Unis, notamment à cause de ce sujet de la protection sociale. C'est que pour des personnes un petit peu plus âgées, il y a beaucoup de diabétiques aux États-Unis. Quand on a une condition préexistante, quitter un emploi pour créer une entreprise, c'est vraiment périlleux parce qu'on risque de perdre son assurance santé, et se couvrir en indépendant ou en entrepreneur, c'est absolument hors de prix. Et donc, justement, à partir d'un certain âge, là où on a le plus là où l'assurance santé coûte plus cher, on est bloqué, en fait, aux États-Unis. Là où on n'est pas bloqué en France, parce qu'on a un truc merveilleux qui s'appelle la sécurité sociale. On a un autre truc merveilleux qui s'appelle l'assurance chômage et puis la rupture conventionnelle. On a, plein d'institutions comme ça de protection sociale qui assurent ce safety net qui permet une mobilité plus grande et qui permet après d'aller, en fait, paradoxalement, assez vite. Donc, je suis assez optimiste là-dessus. C'est une espèce de nouveau levier. Je pense que ça va continuer à prendre de l'ampleur, notamment chez les femmes de 40 et plus qui s'en emparent, en fait, et s'en emparent assez massivement. Donc, j'ai hâte qu'on compte ça un peu plus aussi, parce que ça compte et ça va donner des belles boîtes. Et voilà, merci Sistaphone, ça contribue à en élever quelques-unes dans le lot de toutes ces boîtes qui sont créées. Donc, en effet, ça ne manque pas. Il ne manque pas de candidates pour investir dans des boîtes qui sont fondées ou cofondées par des femmes. Ouais, non, pour le coup, je suis complètement d'accord. Parce que sur le côté optimiste, moi, l'optimisme que j'ai est sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je pense encore une fois que il faut qu'on s'y intéresse plus. Et j'essaye notamment de pousser le sujet sur un certain nombre de mandats que j'ai pris au Conseil national du numérique, au Conseil à l'égalité, au Conseil d'investissement d'avenir, parce que je pense qu'encore une fois, l'entrepreneuriat est assez exceptionnel dans sa capacité justement à créer de la mobilité, qu'on l'utilise pas assez. Top. Écoutez, je suis très frustrée parce qu'il nous reste très peu de temps pour notre discussion, et je m'étais engagée avec vous à ce que ça ne dure pas trop longtemps parce que vous êtes très prise. Donc, pour ouvrir la discussion et permettre à l'audience de réfléchir à tout ce qu'on s'est dit, est-ce que vous auriez des recommandations pour les gens qui nous écoutent pour aider des femmes entrepreneurs, pour les aider, éventuellement les mentorer, les développer, qu'on soit d'ailleurs business angel, VC, ou dirigeant dans une banque, une compagnie d'assurance? Est-ce que vous avez des différents conseils à donner à l'audience? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Je pense que plus que le mentorat, vraiment, ou le mentorat qui permet d'accéder à l'argent, c'est vraiment un gros sujet. Et c'est ça qui est en train de se débloquer, en tout cas dans les discours. Voilà, juste pour le titre de fin, il y a un nouveau livre de femmes qui parlent d'argent au féminin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Insa Felassini et Héloïse Bonne. Elles ont un livre qui va sortir le mois prochain. J'adore le titre, j'avais envie de le dire. Ça s'appelle Aux thunes citoyennes. Je trouve ça assez génial, le titre me plaît, donc j'en profite pour faire leur publicité. Je n'ai pas d'intéressement à la vente de leurs livres, mais je trouve que c'est très parlant, et c'est dans cette direction, à mon avis, qu'il faut aller quand on veut faire avancer l'entrepreneuriat au féminin. Super. Tatiana, tu aurais peut-être un bouquin aussi à nous recommander sur le sujet? Ouais, mais alors, pour le coup, pareil, je suis désolée, mais je pense que vraiment, les femmes n'ont pas besoin d'aide, ni de mentorat. Elles ont juste besoin, effectivement, de ressources pour construire leur entreprise. Et que je pense qu'encore une fois, il faut qu'on arrive à shifter ce discours, parce que on rend service à personne. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas vraiment réalisé. Je voulais juste préciser, parce qu'on s'en est parlé. Non, on s'en est parlé avant. Solène, je dis ça non, mais c'est important. Non, mais c'est important que tu redises, parce que je trouve que c'est très intéressant
intéressant ce que tu vois, j'ai posé une question qui est plutôt mainstream pour te faire réagir. Voilà. Donc, Tatiana réagit. Très intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux revenir sur ce point-là qui est essentiel, le fait que les femmes n'ont pas besoin de mentorat et se débrouillent très bien toutes seules? Parce qu'on revient évidemment à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que la grande excuse de l'inégalité de levée de fonds entre les hommes et les femmes a souvent et toujours été autour du fait que c'était de leur faute. Et donc, elles manquaient de courage, elles manquaient d'ambition, elles manquaient d'audace. Et c'est un discours que moi j'entends depuis 15 ans et que j'entends encore plus là dans cette logique de levée de fonds. On me dit, mais est-ce que tu es sûr quand même? Mais tu vas financer qui? Mais finalement, ça se saurait si les femmes entrepreneurs, elles étaient capables de lancer des licornes. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Sauf que des licornes masculins, il n'y en avait pas non plus il y a 10 ans. Moi, quand j'ai commencé, le mot licorne n'existait pas. Donc, en fait, évidemment que il y en a moins. Sauf qu'aujourd'hui, sur les 10 prochaines années, les prochaines licornes seront gender balance ou l'idée par des femmes. Donc ce que j'essaye juste de dire à travers le fait de reformuler un peu ces questions, c'est que je pense qu'il faut vraiment sortir de la condescendance ambiante autour des femmes et encore une fois réfléchir au vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une présomption de manque d'ambition des femmes entrepreneurs. C'est pas qu'elles ne sont pas ambitieuses, c'est qu'on considère qu'elles ne le sont pas. Ça s'appelle des stéréotypes, ça s'appelle des biais. Comment est-ce qu'on lutte contre ces biais pour essayer justement d'aller vers une logique un peu plus d'égalité, mais aussi d'un peu plus de performance. C'est une logique de performance économique. Aujourd'hui, toute la littérature scientifique prouve que les équipes gender balance ont plus de chances d'être plus vite rentables, qu'il y a un turnover qui est moins important. Et que ce soit Harvard, MIT, Wharton, le BCG, McKinsey, absolument tout le monde est d'accord sur le fait que il faut investir dans des femmes entrepreneurs et des équipes gender balance, sauf qu'on le fait pas. Bon, donc c'est un monde extrêmement data-orienté, mais sur ça, ils préfèrent écouter leurs stéréotypes et leurs biais que la data. Et donc, ce que je dis juste quand on me pose la question de est-ce que tu as des conseils à donner à des femmes entrepreneurs? Oui, n'écoutez personne. Écoutez-vous, vous êtes absolument incroyable, vous avez une ambition qui est bien plus importante puisque elle n'est pas uniquement financière, elle est sociétale, elle est personnelle. Et encore une fois, pour moi, c'est plutôt écoutez-vous et entreprenez parce que c'est une des plus belles aventures qui soit. Super mot de la fin. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.